Oui, vous me posez une question à laquelle la plupart d'entre vous a répondu, dont M. Dabi lorsqu'il parle de cette relative dépolitisation et le fait qu'on aille de moins en moins voter. Mais on ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que aujourd'hui nos assemblées sont représentatives de la société. Alors, c'est un des problèmes aussi, dans ce désamour, entre guillemets, bien sûr, parce que quand le peuple ne vote pas, parce qu'il ne croit plus que ses élus agiront au nom de l'intérêt général, comme vous le savez, c'est l'idée même de la démocratie représentative qui est en jeu. À cela s'ajoute bien sûr aussi la perception négative, n'est-ce pas, des élus qui a été nourrie depuis des années par un populisme systémique. Hein, tout cela ensemble et le fonctionnement des assemblées ces dernières années où les moyens d'intervention qui est censé, n'est-ce pas, être l'expression de la volonté du peuple sont régulièrement bridés, 49.3, vote bloqué, ordonnance, etc. Tout cela fait que la confiance des citoyens a été rognée par de nombreux éléments dont j'ai cité quelques-uns, mais également, c'est dans ce contexte que Macron a pu arriver au pouvoir en faisant fi de cette, disons, de ce clivage gauche-droite qui, en fait, existe toujours, comme vous l'avez dit, mais dont il a fait fi parce qu'il y a aussi l'affaiblissement des partis, leur manque de créativité, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ont fait qu'il y a peu de partis qui semblent intéressant, aussi bien, comme je l'ai dit, à droite et à gauche. Bien sûr, Macron a brouillé ce clivage en se montrant comme l'exemple même de la nouveauté. Lorsque on regarde de près, on voit bien qu'aujourd'hui, on a fait du neuf avec de l'ancien, en prenant comme exemple les libéralismes aussi bien européens que le libéralisme américain. Aussi, déjà, je crois que Eliane Assassi l'a dit, il y a aussi aux législatives, on sait que c'est le parti du président qui gagne en raison de la chronologie des élections, la présidentielle venant avant les législatives ou les législatives venant après la présidentielle, ce qui renforce à son tour la verticalité du pouvoir du président. Bien sûr, dans ce contexte, il était quasiment inéluctable que le président veuille réduire, voire neutraliser le rôle du Parlement, aussi bien par la diminution du nombre de parlementaires que par le mode de fonctionnement qui rogne progressivement son pouvoir et ses capacités de produire de la démocratie par l'application pleine et entière de ses règles, tout en ne séparant pas, comme Monsieur l'a dit, en ne séparant pas clairement l'exécutif du législatif. Donc, c'est ainsi qu'il se lance, notre président se lance dans une réforme institutionnelle et constitutionnelle susceptible de fragiliser l'édifice déjà fragile de notre démocratie. Et ce, avec la bénédiction des citoyens qui sont là de leurs élus, qui croient qu'en réduisant le pouvoir du Parlement, on réussira à changer la politique de ses représentants.
C'est ainsi, me semble-t-il, que l'exécutif exploite et renforce le populisme qui est déjà en vogue, prenant appui sur ce désamour du peuple à l'égard de ses élus pour réformer aussi bien les institutions et en particulier les assemblées. D'ailleurs, c'est le même mode de fonctionnement pour réformer la SNCF. On va se servir des défaillances de la SNCF et de la crispation des voyageurs pour se cristalliser autour du personnage du cheminot qui va devenir un peu la cible de la hargne populaire. Après tout, un cheminot, s'il peut voyager gratuitement avec sa famille, ou s'il a un jour de plus de congé, ou s'il peut partir plus tôt à la retraite, surtout que la plupart des cheminots ne le font pas, vu le taux insuffisant de leur retraite. Qu'est-ce que cela signifie face à la suppression de l'ISF, aux avantages accordés aux riches, aux entreprises du CAC 40, etc. Mais le populisme consiste comme ça à mettre en route une machine à cliver. Bientôt, ce sera les fonctionnaires, ça on le sait déjà, et après on passera à d'autres secteurs. D'ailleurs, on voit bien, permettez-moi d'ajouter cela, c'est aussi la même chose, le même populisme qui est mis en marche lorsqu'il s'agit aujourd'hui du réfugié, n'est-ce pas ? Le migrant se sent droit, c'est l'appellation que donnait Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, où l'être condamné à la vie nue, comme le disait, enfin pour prendre l'expression d'Agamben. Toutes ces lois qui veulent trier, enfermer, expulser au prétexte de débarrasser la France de la misère, du problème et du désordre que représenteraient les migrants, n'ont pas non plus d'autre fin. Alors donc, on peut dire franchement que la démocratie, le populisme n'est pas la démocratie. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de repolitiser les citoyens en donnant la chance au plus grand nombre d'entrer en politique. Et dans le but, bien sûr, de diversifier les profils afin d'avoir des assemblées qui ressemblent davantage aux citoyens. Et cela, bien sûr, en diversifiant, mais aussi en appliquant la discrimination positive, en appliquant la parité, en donnant un statut à l'élu, etc. Bien sûr, le temps de la démocratie participative est arrivé pour réenchanter les citoyens, une démocratie participative qui va du local au national. Plus l'échelon réduit aura de prérogatives, plus les décisions se prendront au plus près des citoyens sans être contraintes par une volonté étatique centralisatrice. Et si la Constitution doit changer, cela doit se faire dans le sens de l'établissement d'une 6e République, d'une démocratie plus proche des citoyens, d'une liberté d'initiative, de choix et d'action accrue du Parlement, d'une séparation des pouvoirs effective entre le législatif et l'exécutif et d'une place plus grande attribuée à l'opposition. Et je finirai en disant qu'une démocratie saine n'est pas une tyrannie de la majorité.